Soyons honnêtes, tout le monde aime bien se faire plaisir avec un petit McDo de temps en temps, même si on sait très bien que c'est pas toujours raisonnable pour notre santé. Et justement, la franchise Jurassic World, qui est l'équivalent fast-food du cinéma moderne, vient de sortir sa toute dernière recette de Big Mac, Jurassic World Renaissance. Et wow! Quand on regarde ces chiffres, ça veut dire que plusieurs dizaines de millions de spectateurs sont allés le voir, et continuent même d'aller le revoir, puis de le revoir, aujourd'hui dans les salles de cinéma du monde entier. Les producteurs du film sont sûrement en train de se frotter les mains en ce moment. Et nous pouvons faire payer ce que nous voulons, 2000 $ la journée, 10 000, et tout le monde payera. Et ensuite, il y a le merchandising, et je peux conseiller personnellement. Ce parc n'a pas été fait pour ne pourvoir qu'au plaisir des super riches. Toute personne au monde a le droit de profiter de ces animaux. Bien sûr, tout le monde. Nous aurons un système de forfait à la journée, tarif réduit. Quand on s'intéresse au vrai sens caché derrière les dialogues de cette fameuse scène dans le Jurassic Park de 93, on se rend compte que ce film était en fait une prophétie. Et en plus de ça, la prophétie s'est réalisée. Steven Spielberg l'avait prédit, il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, des dizaines de millions de gens sont prêts à dépenser des fortunes juste pour aller voir des dinosaures, peu importe la qualité de ce qu'on leur propose. Exactement comme du fast-food. Après, oui, c'est vrai que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais personne ne peut nier que le Jurassic Park de 93 possède des qualités artistiques, objectives, qu'aucun autre film de la saga n'a jamais réussi à atteindre. Et je vais essayer de démontrer quelques-unes de ces qualités avec seulement 3 petits points de comparaison, qui différencient clairement Jurassic Park et Jurassic World. Le premier Jurassic World nous avait offert un truc incroyable, mais alors celui-là, c'est un step au-dessus. Déjà, on va aller droit au but. Parce que quand les gens payent leur place de cinéma pour aller voir ces films, tout le monde vient pour la même raison en priorité. Et c'est évidemment pour les dinosaures. T'as senti ? La plus grande force du film original, c'est que sa mise en scène est immersive. On entend le son et les bruits que les dinosaures produisent plusieurs secondes avant même de les voir. Et ça crée de l'anticipation dans notre esprit. Qui fait ? On voit aussi comment la créature affecte l'environnement. Et si vous regardez le film dans les bonnes conditions, avec une grosse enceinte qui envoie bien comme il faut, vous ressentirez même sur votre peau les vibrations du sol qui tremblent pour annoncer l'arrivée du T-Rex. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Et en plus de tous ces petits effets de mise en scène qui sont déjà efficaces en tant que tels, Steven Spielberg avait insisté pour employer une technique révolutionnaire pour l'époque, des animatroniques, utilisés pour filmer les scènes de proximité. L'objectif de Spielberg était de garder l'illusion la plus réaliste et la plus authentique possible, pour que les spectateurs puissent percevoir les dinosaures non pas comme des choses fictives ou artificielles, mais comme des vrais animaux vivants, physiques et réels. Jurassic World Renaissance, par contre, fait exactement tout le contraire. Au lieu des animatroniques et effets pratiques, le film abuse de la CGI et de la 3D pour essayer de montrer des choses en arrière-plan qui non seulement n'ont aucun effet visible sur leur environnement direct, mais n'ont aucun effet non plus sur les protagonistes, qui sont censés faire partie de cet univers. À un moment, les personnages marchent en traversant une plaine dégagée où aucun dinosaure n'est visible. Puis la seconde d'après, ces choses énormes apparaissent de nulle part. Alors qu'ils auraient dû les voir de loin, à des kilomètres. Les dinosaures dans ce film n'ont aucune présence physique. Il y a trop de scènes où les héros se font surprendre par des créatures de plus en plus gigantesques, mais qui se déplacent à la vitesse de la lumière, apparemment, sans jamais faire trembler le sol. Alors que c'était l'un des effets de mise en scène les plus iconiques du premier film. Aussi, le problème avec les effets 3D générés automatiquement par ordinateur, c'est que ça suffit pas à maintenir l'illusion du réel. L'œil humain n'est pas bête. Notre esprit n'est pas bête. Notre cerveau a évolué pendant des centaines de milliers d'années pour pouvoir discerner ce qui est réel de ce qui est faux en une fraction de seconde. Quand on regarde le premier Jurassic Park, on est immergé dans l'histoire parce que notre œil reconnaît quelque chose de tangible à l'écran. Mais par contre, quand on regarde des images artificielles, comme ici là, notre subconscient rejette ce qu'il voit. Et du coup, en tant que spectateur, notre immersion est brisée. Le deuxième point de comparaison, où le premier film réussit largement mieux, en plus des dinosaures, c'est la caractérisation des personnages. Dans Jurassic Park, on nous présente les motivations de chacun des protagonistes, qui possèdent tous leur propre vision du monde. On a l'archéologue Alan Grant et la paléobotaniste Ellie Sattler, qui sont tous les deux motivés par le financement de leurs fouilles archéologiques. On a le créateur du parc, John Hammond, qui a besoin de l'approbation de tous les autres personnages pour pouvoir faire légaliser l'ouverture de son attraction au niveau mondial. On a le mathématicien Ian Malcolm, spécialiste en théorie du chaos, et qui est là pour satisfaire sa curiosité intellectuelle. L'avocat, Donald Gennaro, qui est là pour l'argent,
Les deux enfants, Tim et Lex, qui sont là pour s'amuser, et tout le reste des personnages annexes sont eux aussi caractérisés, comme le chasseur, Robert Muldoon, qui a une vendetta personnelle contre l'un des antagonistes les plus dangereux du film, le Vélociraptor. Petite futée. Mais ensuite, il y a un avant et un après dans le film. Chaque vision du monde de chacun de ces personnages est mise à l'épreuve, à partir du moment où ils sont exposés à la réalité du parc qui remet en question toute leur réalité. Alan Grant est celui qui déçoit le plus le personnage de John Hammond, parce que même si l'idée de cette expérience le passionne sur le plan intellectuel, il hésite quand même à approuver une expérimentation qui n'a encore jamais été testée scientifiquement. Pareil pour le docteur Ellie Sattler, qui dénonce le danger de ramener à la vie des espèces de plantes préhistoriques nuisibles pour l'environnement d'aujourd'hui. L'avocat est le seul à être séduit par l'idée, quand il voit de ses propres yeux l'énorme potentiel financier que le parc peut rapporter. Le professeur Ian Malcolm, par contre, désapprouve totalement le principe de cette expérience qui contredit toutes ses positions philosophiques, éthiques et morales. Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature. Tout ça pour dire que même après que leur vision du monde ait été bouleversée par tous les événements qui arrivent dans le film, les personnages restent quand même consistants, fidèles à eux-mêmes, fidèles à leurs principes ou leur absence de principes et surtout fidèles à leur motivation de base. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec Jurassic World Renaissance. C'est comme si les personnages de ce film avaient été écrits par un schizophrène. On a d'abord le personnage du vilain homme d'affaires maléfique, qui dépense une énorme somme d'argent pour envoyer l'équipe de mercenaires récupérer des échantillons de sang de dinosaures sur l'île la plus dangereuse de la planète. Mais pour je ne sais quelle raison, il embarque avec eux dans la mission, alors qu'il les a payés justement pour risquer leur vie à sa place. I'm too smart to die. On a l'héroïne aussi, jouée par Scarlett Johansson, qui est censée être une mercenaire endurcie, froide, pragmatique et motivée par l'argent. I'm gonna need a number. Qui réussit même à négocier un salaire à 8 chiffres auprès du vilain homme d'affaires maléfique, mais qui se redécouvre soudain des principes et une personnalité charitable à la fin du film, quand elle décide de faire don à la science des échantillons de sang gratuitement. We'll give it to everyone. Alors qu'ils ont failli lui coûter la vie à elle et aux derniers membres restants de sa troupe de mercenaires. On a aussi le personnage du professeur de sciences qui est sûrement le plus mal écrit. Contrairement aux deux premiers dont les actions contredisent tout le temps leur personnalité, lui on comprend même pas ses motivations. La scène où ils essayent de le convaincre de les suivre sur l'île pour mettre sa propre vie en danger de mort, on a juste un long silence. Et c'est censé être un temps de pause comique. Et après plusieurs secondes, il finit par accepter, mais on ne sait jamais exactement pourquoi. You ready? Yeah. Est-ce que c'est pour l'argent, la célébrité, la curiosité intellectuelle ? Aucune idée. Le film ne nous donne rien de précis. Et il se contente juste de sortir des dialogues vaguement philosophiques tout au long du film pour essayer de paraître intelligent et supérieur moralement. Mais comme ses motivations n'ont jamais été précisées de façon claire, il finit juste par devenir lassant. On a aussi la famille des vacanciers hispaniques, dont les compétences de survie sont tellement médiocres que j'avais juste envie qu'ils se fassent tous manger. Jusqu'à présent, je comprends pas pourquoi dans cette scène, c'est la fille qu'ils envoient récupérer le bateau gonflable de l'autre côté de la rivière. Alors que quelques minutes plus tôt, son petit copain avait clairement montré qu'il était prêt à se jeter à la mer dans des eaux infestées de dinosaures pour la protéger de tous les dangers. Qu'est-ce qu'il fait le copain ? J'aime bien aussi comment on nous introduit un bébé dinosaure tout mignon adopté par la petite fille qu'elle trimballe avec elle dans son sac, mais qui va forcément crever à la fin, puisqu'elle le ramène avec elle sur le bateau, en dehors de l'île. Et on nous avait expliqué au tout début que les dinosaures du film ne peuvent pas survivre hors de la zone de l'équateur terrestre, là où l'oxygène est soi-disant le plus abondant. Why don't they survive anywhere else? The air is different. The solar radiation is different. The insects, vegetation, everything is different. But close to the equator, it's nearly the climate of 60 million years ago. Ce qui est faux scientifiquement au passage. It's warmer and rich with oxygen. Le seul personnage à être à peu près consistant dans le film, c'est le personnage de Kincaid, qui fait diversion avec une fusée éclairante, comme dans le premier film, pour sauver le groupe en sacrifiant sa vie. Mais sauf que non en fait, parce que finalement, il survit. Et comment ? Aucune idée. D'après certaines sources, le réalisateur se serait juste dégonflé, après avoir vu les réactions tristes pendant les projections tests. Et du coup, il aurait décidé au tout dernier moment de changer la fin. Ouais. En bref, Jurassic World Renaissance est une catastrophe en termes de caractérisation. Tellement une catastrophe que jusqu'à présent, je suis incapable de me rappeler les noms de la plupart des personnages. Mais la plus grosse insulte du film, c'est même pas le fait d'avoir abusé de la 3D, ou d'avoir complètement raté le développement des personnages. Le troisième et dernier point de comparaison, c'est celui qui fait de Jurassic Park, justement, un chef-d'œuvre objectivement supérieur à tout le reste de la saga. L'élément déclencheur. Vous connaissez quelqu'un qui peut connecter 8 systèmes et débugger 2 millions de lignes de code pour le prix qu'on me paie dans ce boulot? Si vous en connaissez, Je suis voudrais aller navré voir. que vous ayez des problèmes financiers, Denis, très sincèrement, mais ce sont vos problèmes.
Je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils commettent, mais qu'ils en assument les conséquences. Merci pas. L'élément perturbateur de cette histoire raconte aussi une histoire en elle-même. C'est une critique qui dénonce à la fois les conséquences de la cupidité humaine, mais aussi la dépendance aveugle à la technologie. Engager Nedry était une erreur, c'est évident, nous sommes trop dépendants de l'automatisation. Je m'en rends compte maintenant, mais la prochaine fois, tout peut être amélioré. John. La création est un acte de pure volonté. Ce sera parfait la prochaine fois. L'arrogance scientifique envers les forces de la nature et le complexe de Dieu. Les deux autres films qui ont suivi, eux aussi, essayaient au moins de raconter quelque chose dans leurs prémices. Mais dès qu'on arrive dans la franchise Jurassic World, démarrée en 2015, là c'est la descente aux enfers vers les abysses de la pure folie absolue. On a le dino caméléon, capable de se rendre invisible, et que les agents de sécurité n'arrivent plus à détecter dans sa cage, qui n'a pourtant jamais été ouverte. Et ils décident de rentrer eux-mêmes physiquement dans la cage du prédateur pour vérifier, et sans amener aucune arme en plus. On a Jurassic World Fallen Kingdom et la stupidité des militants pro-dinosaures qui aident un groupe de mercenaires à capturer les prédateurs de l'île qui finissent dans une vente aux enchères de guerre biologique. Parce que des dinosaures, qui sont rien de plus que des animaux, seraient soi-disant plus efficaces que des chars d'assaut ou des drones apparemment. On a aussi Jurassic World Le Monde d'après et son invasion de sauterelles géantes génétiquement modifiées. Et donc, s'il fallait classer la prémisse de chaque film par son niveau de stupidité, ce serait déjà très difficile de réussir à départager tous ces candidats. Et pourtant, Jurassic World Renaissance est probablement le concurrent le plus redoutable à cause de ça. Un paquet de sneakers, un placement de produit, dans une grille d'aération placée sur une porte coulissante, une grille d'aération placée sur le côté de la porte qui se ferme en plus. Un putain de paquet de sneakers. Voilà pourquoi pour moi, Jurassic World Renaissance est inférieur au Jurassic Park de 93. Pas seulement parce que la première œuvre originale est largement mieux écrite que le reste, mais aussi parce que 30 ans avant, dans cette scène, le film avait déjà prédit l'arrogance, le manque d'humilité et l'absence totale de discipline des producteurs de films d'aujourd'hui. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Non, je vais vous dire que le problème qu'il y a avec le pouvoir scientifique dont vous usez ici, ne requiert aucune discipline pour l'atteindre. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique. Et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Vous allez le vendre sans ça. Je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur. Nos savants ont fait des choses que personne n'avait faites avant eux. Oui, mais vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Pour eux, dans leur tête, ils ont tous les droits justement. Et ils continueront encore et encore tant que nous-mêmes, spectateurs, continuerons de leur remplir les poches de fric.